Des milliards de téléspectateurs, des milliers d'athlètes, des centaines de médailles. Les Jeux d'Atlanta ont commencé par une cérémonie d'ouverture à la hauteur de ses promesses. Le travail des enquêteurs au large de Long Island pour tenter de retrouver les boîtes noires du Boeing de la TWA, les suites de l'incarcération de Michel Mouillot, le maire de Cannes, les inondations gigantesques en Chine et le dernier contre-la-montre du Tour de France. Madame, Monsieur, bonsoir. Les 26e Olympiades de l'ère moderne sont donc ouvertes et dès l'ouverture de ces Jeux d'Atlanta, le Belge Frédéric de Burggraaf s'est offert le luxe de battre le record du monde du 100 mètres brasse en série. La nuit dernière, les cérémonies d'ouverture des Jeux d'Atlanta ont été fastueuses. Nous y reviendrons dans un instant avec le reportage de nos envoyés spéciaux. Mais tout de suite, je vous propose d'aller voir d'abord ce qu'il en est de l'enquête sur l'explosion du vol 800 de la TWA. Pour l'instant, toujours pas de traces des boîtes noires au large de Long Island, alors que les familles des 42 victimes françaises arrivent à New York, où elles sont prises en charge par la compagnie aérienne. Sur place, nos envoyés spéciaux, Patrice Romden et Alain Locaccio. Le reportage dans un instant de Patrice Romden et Alain Locaccio, nos envoyés spéciaux qui sont donc à Long Island et qui devraient nous envoyer ces images et ce reportage sur l'état des recherches et sur les familles françaises qui sont donc prises en charge par la TWA qui assure leur accueil en attendant qu'elles puissent éventuellement identifier les corps de leurs proches qui ont été repêchés au large de New York. Donc toujours pas de reportage. Cette fois-ci, on me dit que le reportage devrait arriver. Bon, alors il n'y a toujours pas de reportage de Long Island. Nous allons essayer peut-être de passer au reportage suivant, qui est cette fois-ci le reportage de Philippe Gassot et qui concerne l'état d'avancement de l'enquête. Les enquêteurs du FBI continuent de rechercher les pièces du Boeing et ils les regroupent ensuite dans un hangar en un gigantesque puzzle pour essayer de comprendre les circonstances de l'explosion. Philippe Gassot. Dans les environs d'East-Mariches, le petit port le plus proche de la zone d'impact où se sont regroupés sauveteurs, spécialistes du FBI et journalistes, il va falloir faire preuve de patience car le vent s'est levé, ce qui risque d'affecter les recherches. Le premier jour, les débris se trouvaient en un seul endroit, maintenant ils sont dispersés. La mer est devenue forte, la brise soutenue disperse les débris flottants. D'un peu plus de 300 km² hier, la zone de recherche couvre maintenant plus du double. Sans courant dominant, les débris partent dans tous les sens. C'est donc parcimonieusement maintenant que l'océan livre les éléments de l'avion martyrisé. L'attente risque donc de se poursuivre. Cette nuit, aucun corps n'a été retrouvé. Au milieu des bourrasques, ceux dont le métier est d'informer se préparent pour une nouvelle journée de veille. Les camions transportant l'oxygène nécessaire aux plongeurs sont arrivés aujourd'hui. La Navy pourrait tenter la récupération des boîtes noires dans l'après-midi, en dépit du temps. Même si le vent qui s'est levé ce matin rend les opérations plus difficiles, les appareils de haute technologie embarqués à bord des bateaux de recherche devraient permettre d'avancer quand même. Alors nous revenons maintenant sur l'enquête de Patrice Romden et d'Alain Locaccio, nos autres envoyés spéciaux du côté de Long Island et qui eux se sont intéressés aux familles françaises, aux familles des personnes disparues dans cette explosion et qui sont donc accueillies sur place par la compagnie américaine. Terminal 5 Kennedy Airport, c'est ici qu'arrivent dans un peu plus d'une heure 45 Français qui ont perdu un proche dans la catastrophe. Pour chaque famille, TWA prévoit un accompagnateur qui doit faciliter l'installation à l'hôtel. Autrement dit, 229 accompagnateurs, c'est le nombre des victimes dont la presse américaine publie ce matin les noms. Pour les familles françaises, le silence reste de mise. En revanche, côté américain, un témoignage ce matin. Cet homme vient d'Arizona. Il a perdu sa fille de 11 ans. C'est un ancien garde-côte et il confesse que son espoir s'amenuise. Il n'est plus sûr, dit-il, de revoir le corps de son enfant. Néanmoins, il préfère rester, patienter comme il le fait depuis plus de 48 heures. Il espère que le chef du service médico-légal autorisera les familles à se rendre à la morgue tôt ou tard pour en avoir le cœur net. Mais l'attente est si longue que certaines familles ont préféré revenir ici, dans l'anonymat de Manhattan, quand elles ne sont pas tout simplement retournées en France. Elles se demandaient ce qu'elles faisaient ici.
Retour aux Jeux d'Atlanta. La nuit dernière, la cérémonie d'ouverture a été fastueuse sous le signe de l'Athènes antique, du sud de l'Amérique. Un défilé d'athlètes de 197 pays et un spectacle où l'on a retrouvé l'influence de Philippe Découfflé des Jeux d'Albertville. Sébastien Vibert. La fête malgré le deuil. L'explosion de l'avion de la TWA est dans toutes les têtes, mais on fera ici comme si rien ne s'était passé. 80 000 spectateurs, sans compter tous les téléspectateurs de la planète. 5 continents, 5 couleurs, pour un ballet d'ouverture saccadé et élastique. Atlanta, qui devient pour 15 jours centre du monde, s'écrit en lettres de lumière. La lumière, celle qui attire les papillons, graciles et majestueux. Gladys Knight, elle, chante Ray Charles et la Géorgie. Une même bannière pour 10 700 athlètes représentant 197 pays. Tous rêvent pourtant d'un moment de gloire, d'un honneur, d'une distinction, comme Marie-Josée Pérec en tête de la délégation française, comme Lida Fariman qui porte le voile et le drapeau iranien, comme Léon Stukelj, gaillard slovène de 97 ans, le plus vieux médaillé du monde, c'était en 1924. La flamme olympique a mis 4 mois pour venir d'Athènes et parcourir 24 000 km. La flamme du sport dans la main de Mohamed Ali, jadis appelé Cassius Clay, star de la boxe, aujourd'hui atteint de la maladie de Parkinson. La flamme de la vie, enfin, pour allumer les derniers feux de la fête. Et un hommage rendu dans cette cérémonie à Martin Luther King, natif d'Atlanta, et à son rêve, celui d'une société multiraciale plus fraternelle. Ils sont 10 800 athlètes à s'être lancés aujourd'hui à la conquête des 813 médailles. Côté français, on attend particulièrement David Douillet, le triple champion du monde de judo. Jusqu'à présent, son parcours se déroule pas trop mal, il est déjà en demi-finale. Sur le parcours des Français, sur l'ensemble de la journée Atlanta, vous avez rendez-vous tout à l'heure, après ce journal, avec nos envoyés spéciaux autour de Daniel Bilalian pour le journal des Jeux. Ça sera votre rendez-vous quotidien tous les jours après ce journal de 20 h pour, si vous voulez tout savoir sur ce qui se passe à Atlanta. Une fuite de gaz est sans doute à l'origine de l'explosion d'un immeuble à Marseille. 26 personnes ont été légèrement blessées, mais un homme est toujours porté disparu. Yannick Aroussi et Laurent Tellu. L'attente entre espoir et angoisse. Pour la famille de l'homme qui est enseveli au 3e étage de l'immeuble, chaque minute qui passe est un calvaire. Ils essayent de sonder, mais c'est très difficile à entendre. Un homme d'une quarantaine d'années est actuellement recherché. Les chiens ont repéré par 2 fois une odeur. Seules les écoutes dans le silence absolu permettront de le repérer. Affirmatif, vous pouvez rompre le silence, on va faire... Voici ce qui reste de l'immeuble après l'explosion et l'effondrement consécutif. Les étages supérieurs se sont écroulés, rendant très difficile la progression des pompiers. Sont dans une situation très difficile, très pénalisante pour les secours et qui va rendre extrêmement complexe le problème de progression vers les victimes potentielles, si tant est qu'il y en ait. Les origines de l'explosion sont indéterminées. Ce matin, un habitant de l'immeuble a appelé GDF à cause d'une odeur de gaz. Hier soir, déjà, des agents avaient réparé une fuite. Fait les prélèvements de nature à s'assurer qu'il n'y avait plus de fuite. Le bilan fait état de 26 blessés et 1 ou 2 disparus. D'importants moyens de levage ont été amenés sur place, mais le commandant des pompiers se dit très pessimiste.
Dans l'Aveyron, 11 enfants d'une colonie de vacances ont été blessés, dont un grièvement à la suite d'un accident de car. Ils circulaient sur une petite route de montagne quand le car s'est renversé et a fait une chute d'une dizaine de mètres. Ces enfants sont originaires du Nord. L'enquête se poursuit à Plaine Fougère pour tenter d'identifier l'auteur du meurtre et du viol d'une jeune Britannique de 13 ans et demi. Ses camarades de collège ont quitté cet après-midi l'auberge de jeunesse où s'est déroulé le drame. Jérôme Laurent et Gabriel Camille. Retenus pour les besoins de l'enquête, les collégiens de Launceston ont quitté cet après-midi vers 16 h l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère. C'est l'image du jour. Les élèves et leurs professeurs sont sortis dans la plus grande discrétion. Tous les rideaux du véhicule étaient tirés. 2 jours après la découverte du corps de Caroline Dickinson, violée puis vraisemblablement étouffée, ces adolescents évidemment choqués vont enfin retrouver leur famille près de Plymouth. Ils laissent derrière eux un village touché et extrêmement solidaire. Permettez-moi d'avoir une pensée pour la famille de cette jeune fille, je crois que c'est la première des choses. Et je suis comme beaucoup, comme tout le monde, pressé de voir cette personne, si on peut appeler ça personne, arrêtée dans les plus brefs délais. On sait peu de choses pour l'instant sur le travail des enquêteurs. Le portrait robot d'un homme d'une quarantaine d'années a été présenté hier à la population. Le meurtrier appartient-il au groupe d'anglais? En est-il étranger? A-t-il commis son crime en présence des camarades de dortoir de la jeune victime? Les enquêteurs, apparemment très sereins dans cette affaire, semblent avoir d'ores et déjà les réponses à ces questions. Les secouristes ont déployé d'importants moyens dans l'Isère pour tenter de retrouver un enfant de 6 ans. Le jeune garçon a disparu vendredi soir dans le massif du Taillefer où il campait avec ses parents. Valérie Gagé. C'est près du lac Fourchu, dans le massif du Taillefer, que le jeune Léo, 6 ans et demi, a disparu hier soir vers 17 h 30. Venu faire du camping avec ses parents, l'enfant se trouvait à ce moment-là avec des amis de la famille. Il a voulu rentrer seul et rejoindre son papa puisqu'il était avec des amis. Et pendant ce laps de temps, d'un quart d'heure, alors qu'il y avait une distance de 800 mètres entre les amis et le père qui est en train de monter la tente, l'enfant a disparu. Près d'une centaine de secouristes, des gendarmes, des militaires ainsi qu'une dizaine de plongeurs ont repris tôt ce matin les recherches interrompues hier soir à la tombée de la nuit. 2 hélicoptères ont aussi survolé la zone toute la journée, mais en vain, l'enfant reste introuvable. C'est une région pleine de trous d'eau, donc le soir il fait au minimum en tout 0, et en plus avec une humidité forte. Le petit Léo n'étant que très légèrement vêtu, les sauveteurs craignent que l'enfant ne souffre d'hypothermie, mais ils gardent bon espoir de le retrouver vivant. Michel Mouillot, le maire de Cannes, s'apprête à passer une 2e nuit en prison. Devant le juge, il aurait reconnu avoir accepté une commission de 3 millions de francs en échange de son feu vert à l'installation de machines à sous dans un casino. Mais selon son avocat qui parle de complot politique, il l'aurait fait pour son parti. L'enquête d'Alman Mikosi et de Didier Beaumont. Derrière ces grilles de la prison de Draguignan, Michel Mouillot a vécu une première journée en détention provisoire, mis en examen au titre de corruption passive. Hier soir, vers 23 h, le maire de Cannes quittait le palais de justice, épilogue d'une journée marathon où Michel Mouillot est passé aux aveux, reconnaissant l'existence d'une transaction entre lui et une société britannique qui exploite à Cannes un casino. Sur procès verbal, il déclare notamment que les 3 millions de francs proposés par les Anglais constituent un cadeau pour son parti, le PR. Pour des raisons très certainement politiques, on a voulu appâter non pas le maire de Cannes, mais le président départemental du Parti républicain, en proposant pour son parti une somme d'argent qu'ensuite on s'est arrangé pour faire semblant de lui remettre ou de lui faire remettre et à ce moment-là faire intervenir la police. Version corroborée hier après-midi par le directeur de cabinet de Michel Mouillot, entendu lui aussi au palais de justice de Grasse. Du côté des responsables britanniques du casino, on affirme, hors caméra, que cet argent était bien destiné à Michel Mouillot et à lui seul. Pendant ce temps, bruits et rumeurs enflent sur la Croisette. La majorité municipale fait pour l'instant front derrière le premier adjoint pour éviter à tout prix des élections anticipées. Les inondations en Chine, elles ont déjà fait plus de 700 morts et des milliers de sans-abri. Et maintenant, c'est le Yangtze-Kiang qui menace de déborder. Dorothée Oliéric. Les Chinois n'avaient pas vu cela depuis 3 siècles. Le Yangtze-Kiang en folie. Le niveau des eaux ne cesse de monter, plus de 2,50 m au-dessus du niveau normal. La crue a coupé routes et moyens de communication dans les provinces de Hubei et Hunan, au centre de la Chine. Bilan, 93 tués en une semaine. Mais depuis le début de la mousson fin juin, ce sont 716 personnes qui ont trouvé la mort à cause des inondations.
La lutte contre les flots est devenue la priorité des autorités chinoises. La mobilisation est à l'échelle du pays, pas moins de 5 millions de militaires et de civils pour tenter de contenir les crues. Les dégâts sont d'ores et déjà considérables, 10 millions d'hectares de cultures détruits et 810 000 habitations endommagées. L'armée de l'air organise un peu partout des parachutages de vivres et de médicaments. Plusieurs centaines de milliers de Chinois sont encore isolés par les eaux. En Algérie, 5 personnes ont été tuées et 30 blessées dans l'explosion d'une bombe ce matin dans un café de Koléa, à 30 km d'Alger. Et puis dans le centre du Burundi, plus de 200 réfugiés Tutsis ont été massacrés par des rebelles Hutus dans un camp où ils avaient été placés sous la protection de quelques militaires à majorité Tutsis. Le Tour de France, après l'avant-dernière étape contre la montre entre Bordeaux et Saint-Émilion, les Jeux sont faits ou presque, sauf accident. Bjarne Riis devrait triompher en jaune sur les Champs-Élysées demain et Richard Virenque monté sur le podium à la 3e place. Laurent-Frédéric Bollet. Au Tour de Saint-Émilion, il vaut mieux rester sobre. L'efficacité et la réussite sont à ce prix. Pour Richard Virenque, il y a du défi dans l'air. Une place sur le podium demain à Paris est en jeu. Virenque, 3e au général, avec une 27 d'avance sur son poursuivant au moment du départ. A priori c'est bon, il faut juste ne pas se désunir. Car en face bien sûr il y a des sacrés clients. Indurain se réveille un peu, il rattrape des coureurs partis devant lui. Il finit 2e de ce contre-la-montre sur le plat, son exercice favori. Il y a aussi le maillot jaune, Bjarne Riis, qui assure en grand seigneur mais qui n'est pas saignant. Le Danois, à la veille de son triomphe, n'est pas dans un grand jour. Il y a surtout son dauphin, l'Allemand Jan Ullrich, qui avale tout sur son passage et qui fend la foule à la vitesse de la lumière, celle de sa fulgurante révélation. Il n'a que 22 ans et c'est son premier tour. Alors pour Virenque, au même endroit, forcément, ça va un peu moins vite, mais ça, on le savait. Non, l'essentiel c'est que Richard et son maillot à poids de meilleur grimpeur soient aussi un bon rouleur. Virenque qui limite les dégâts et qui consolide sa 3e place au général. Cette fois c'est sûr, demain un Français de 26 ans sera sur le podium final. Virenque qui termine 7e de cette étape, devant Rominger et Berzin s'il vous plaît. Mais honneur donc à Jan Ullrich qui prend sans doute date pour les années à venir. Aujourd'hui, il reprend plus de 2 minutes à Bjarne Riis, au général, Ullrich et Virenque, les 2 héros du jour. L'arrivée sera bien sûr demain sur les Champs-Élysées et sur France 2, qui est devenue seulement la petite équipe d'Aubervilliers. Elle était invitée sur le Tour, on avait beaucoup parlé d'elle quand le jeune Saugrun avait remporté une étape au sprint, mais depuis les effectifs ont fondu. Aubervilliers n'a pas bien résisté à la montagne. Claire Reynaud et Pascal Turpot. Bonjour, je m'appelle Jules Talmont et je suis 117e au classement général. Thierry Goumou, 112e au classement général. Thierry Bourguignon, 64e au général. Ils partirent à 9 mais arrivèrent à 3. La petite équipe d'Aubervilliers est en effet la plus sinistrée de cette édition 1996. Mais de cette première participation au Tour de France, elle ramènera tout de même une victoire d'étape et quelques belles échappées. Aussi ces 3 rescapés ont de quoi être satisfaits. On a montré vraiment des bonnes choses. On s'est montré autant que de grandes équipes, mais bon, faut pas griller toutes les étapes. On a été super sur ce Tour de France, maintenant il faut concrétiser par l'avenir. Les coureurs d'Aubervilliers peuvent envisager l'avenir avec sérénité parce que grâce à leur simplicité, ils ont su s'attirer la sympathie du public. C'est une équipe de copains avant tout, on se prend pas la tête, on est sérieux dans notre métier, mais on peut être sérieux dans notre métier et puis déconner à côté dès que la ligne est franchie. Ils avaient le plus petit budget et ils ont roulé comme les grands. Mais le succès et la notoriété que les gars d'Aubervilliers ont acquis durant le Tour de France n'a rien changé à leur mentalité. Ça restera toujours les petits gars d'Aubervilliers, petite ou grande équipe. Demain, les coureurs d'Aubervilliers n'auront peut-être pas les honneurs dévolus aux vainqueurs, mais les 3 petits gars de la banlieue auront pour eux la fierté de défiler sur les Champs-Élysées et surtout de terminer un Tour de France auquel il y a 1 mois et demi encore, ils ne devaient même pas participer. Le festival de Montreux a 30 ans et Quincy Jones 50 ans de carrière, un double anniversaire auquel assistaient Louis Carzou et Jacques Capriéléan. Entre ceux qui chronomètrent les performances des canards sur la traversée du lac Léman avec une ferveur digne d'Atlanta et celles qui s'entraînent pour le grand concours de sosie de Margaret Thatcher en vacances, c'est certain, les amoureux du jazz sont des gens un peu bizarres. Mais ce n'est rien à côté des musiciens. Lorsque Quincy Jones fête 50 ans de carrière, il s'épuise au boulot, ne s'entoure que de collègues chevronnés, dans une ambiance studieuse, digne de toutes ces hautes personnalités.
C'est un grand bonheur de jouer avec tous ces musiciens parce qu'on célèbre quand même un demi-siècle de musique. Bien sûr, il y a eu plein de changements avec l'électronique et tous ces trucs. Mais la base de la musique, ce sont les 12 notes, rien d'autre. Et c'est là qu'est la grande sensation. De grandes sensations aussi du côté des surprises avec entre autres un Phil Collins reconverti en crooner tantôt alangui, tantôt plutôt réveillé. Avec plus de 30 musiciens sur scène et quelques milliers d'admirateurs dans la salle, Quincy Jones n'a pas manqué de souffle pour ses 50 bougies de musique. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal des Jeux. Ensuite, la météo de Laurent Romeshko. Le dernier journal, ce sera 0h35, Thierry Curtet. Je vous retrouve quant à moi demain à 13h. Et à 20h, je vous souhaite bien sûr une bonne soirée sur France 2 avec tout de suite, bien sûr, le journal des Jeux. Votre rendez-vous d'Atlanta.